Cette idée, c'est une idée qui consiste à mettre en place un syndicat. Le général de Gaulle, qui est le principal, le charnier même de cette immigration, lui qui a déclenché cette immigration, à l'époque, c'était l'un des généraux dans le front, aux prises dans le conflit de la deuxième. Les années 40 ont fait que nos pères, nos ancêtres, si on peut le dire, nos pères, nos mères sont partis de là pour venir s'installer ici. Donc, considérés comme des immigrés. Considérés comme des immigrés, bon, la connotation de l'immigré, dans le sens vraiment étymologique vu d'ici, c'est une connotation qui est un peu négative. Parce qu'on ne nous a pas appelés des étrangers qui sont venus ici, mais des immigrés. Et lorsqu'ils sont venus, à l'époque, il n'y avait pas assez de droits. À l'époque, ce n'était même pas possible pour un immigré, par exemple, de vivre à Paris. Paris qui est la capitale de la France, ce n'était même pas concevable. Il fallait éloigner les immigrés vers les banlieues plus lointaines. Et dans les banlieues en question, les immigrés étaient toujours enfermés ou encaissés dans des cités, dans des endroits propres à eux. Mais ces Français-là, la plupart sont issus de l'immigration. Il y a des Français issus de l'immigration. Au-delà des Français issus de l'immigration, il y a des immigrés qui n'ont pas pu peut-être avoir des nationalités françaises, mais qui sont restés immigrés. Des étrangers qui sont ici, des expatriés qui sont ici. Nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en place aujourd'hui une structure capable de lutter dans la légalité, dans toute la légalité, d'avoir comme interlocuteur valable l'État des pays où nous sommes. Quelle est la problématique? La problématique, c'est que nous sommes ici. Nous n'avions pas peut-être de structure adéquate ou des canevas pour revendiquer, défendre nos droits. Nous allons discuter avec qui? Parce que les instances ou les structures classiques qui sont mises en place pour revendiquer des droits, ce sont des instances, en fait, qui sont régies par rapport au système qui dirige les États ou les nations en question. Je prends l'exemple des partis politiques classiques ou des associations classiques. La revendication des choses ne peut pas se faire que vous êtes des immigrés, vous revendiquez. La revendication des choses se fait, par exemple, vous êtes français, mais bon, vous revendiquez dans le mouvement classique des associations, inutile de les citer, les mouvements politiques, mais alors que la réalité démontre que la question de l'immigration, la question des immigrés est une question mise à part. Au-delà du papier, c'est une question des emplois. Au-delà des emplois, c'est une question de logement. Dans les emplois, il y a une forme de discrimination silencieuse. Mais qu'est-ce qui fait que quand les immigrés arrivent, les pays en question, les pays d'accueil, ne respectent pas le droit de ces immigrés, alors que ces droits-là sont inscrits dans les lois qu'ils ont rédigées et élaborées eux-mêmes. C'est tout un problème. Alors ça nous revient à nous de savoir comment nous positionner pour jouir de nos droits, défendre nos intérêts. Parce que lorsqu'il y a des lois qui sont votées, qui sont à notre avantage, ces lois-là garantissent nos intérêts. Les intérêts, par exemple, des regroupements familiaux. Lorsqu'une personne quitte l'Afrique et qu'il vient ici, il trouve ses papiers, il y a des mesures parfois qui prévoient les regroupements familiaux. Mais nous sommes en train d'assister aujourd'hui à une négation de ces droits. Toute une forme de négation totale de ces droits. Ces droits-là ne sont pas reconnus. Les gens qui sont censés faire respecter ces droits-là, peut-être ils ne bougent pas parce que ceux qui sont censés en bénéficier ne les revendiquent pas. Hier, il n'y avait pas autant de mesures autour. Mais aujourd'hui, par exemple, pour faire venir sa famille, il y a tout un problème. Si vous n'avez pas un logement qui va au-delà de 3-4 pièces, ça ne se fera pas. Si vous n'avez pas un travail qui dépasse, on ne parle même plus de dépasser les SMIC, mais on parle d'un revenu mensuel, par exemple, de 2 000 €. Vous ne pouvez pas. Alors que les personnes issues de l'immigration, ici dans ce pays, ne bénéficient même pas des emplois. Je parle de cas majoritaires, des emplois qui peuvent vous amener à 2 000, à 2 500, à 3 000 € de salaire. Alors comment faire pour faire venir sa famille qui est restée de l'autre côté? Donc c'est une fissure totale de votre famille. Vous êtes dans l'obligation d'oublier la famille qui est restée de l'autre côté. Alors que le droit, la loi vous garantit ces droits-là de voyager, de quitter votre pays et de revenir conformément à la charte de l'Organisation des Nations Unies auquel ces pays ont adhéré. Donc il y a un non-respect total des droits, une violation systématique de nos droits, ce qui met nos intérêts en danger. Nous devons garantir le respect de nos droits, le droit à bénéficier de tout ce que la loi permet et la loi oblige aux nationaux et à l'État de faire respecter vis-à-vis des personnes étrangères. Les médecins venus d'Afrique, il y a un nombre très important de médecins, par exemple,
venus du Bénin ou du Congo, Kinshasa ou comme Brazzaville. Mais ces médecins-là, ils sont médecins. Mais ici, ils font le travail d'un médecin. Parce que si ça posait problème par rapport au diplôme ou aux compétences, lorsque les compétences posent un problème, on ne peut pas être considéré comme étant un médecin. Mais lorsqu'on accepte les compétences, on dit que vous êtes médecin. On accepte les statuts. Vous êtes médecin. On vous demande de faire le travail d'un médecin. Mais par contre, en contrepartie, les salaires, ce n'est pas les salaires des médecins. Il faut s'y mettre parce que les problèmes sont graves. Je me rappellerai encore d'une de sœurs d'entre nous. Elle est française, mais comme on dit, issue de l'immigration, née d'ici. Elle a été confrontée à un problème dans son école, dans son lycée. Elle a fait des meilleurs points que la fille française de souche qui était reconnue comme étant la première de la classe habituelle. Mais le professeur l'a dit carrément, vous aviez triché. Et dans le chef de cet enfant, plus jamais elle ne s'est permis de faire des efforts pour dépasser la première. Et elle me disait par contre autrefois que c'était normal pour moi, en tant que noir, d'être deuxième de la classe. Mais j'ai dit comment en tant que noir? Parce que vous êtes française. Vous êtes né d'ici, vous n'êtes jamais allé en Afrique. Qu'est-ce qui fait la difficulté? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous acceptez d'être derrière l'autre française? Parce que c'est ça la problématique. Parfois, il y a certaines discriminations qui sont très silencieuses au niveau du travail, qui font que les personnes ici, je prends l'exemple de la plupart de nos mamans ici qui font des femmes de chambre. Ces travails-là tournent carrément à l'exploitation. Lorsque nous avions discuté avec l'ensemble de ces mamans, nous avions remarqué qu'on leur demande parfois des plannings ou des programmes qui sont inacceptables et inconcevables. Alors que le droit de travail, la législation qui régit le monde du travail, elle est claire sur la défense des droits et intérêts de toutes ces personnes. Mais ça tourne à l'exploitation. Pourquoi? Peut-être parce que les intéressés ne connaissent pas leurs droits. Peut-être les intéressés aussi ne veulent pas défendre leurs intérêts. Donc, l'idée de cette organisation, de cette association, ces syndicats, c'est vraiment de faire respecter ces droits. Parce qu'il y a une immigration ici qui pose problème. L'immigration chinoise, je ne sais pas si ça pose problème. L'immigration asiatique, je ne sais pas si ça pose problème. Mais l'immigration qui est stigmatisée, montrée du doigt, c'est l'immigration africaine. Et africaine subsaharienne. Et ça, c'est une réalité. Certains diront, nous ne sommes pas chez nous. Oui, nous ne sommes pas chez nous. Nous ne sommes pas chez nous, mais si nous sommes chez nous, parce que ceux d'entre nous qui sont devenus français sont chez eux. Ceux d'entre nous qui sont immigrés ou étrangers, qui cotisent, qui vivent ici, qui respectent le loi de l'intégration, sont aussi chez eux. Et ils sont chez eux parce que la loi de ces pays et le droit les garantit leurs droits et leurs intérêts. Donc si nous avons des droits, il faut les défendre. Si nous avons des intérêts, il faut les défendre et les gérer. C'est dans cet état d'esprit-là que nous nous sommes dit qu'il faut mettre en place un syndicat. Mais la spécificité aussi, il y a une question du 13e mois. Nous savons que le 13e mois ici pose toujours problème dans beaucoup d'entreprises. Les calculs du 13e mois, soit cela se transforme à une forme de prime sociale qu'on donne, soit c'est toujours une difficulté. Bon, on aura à discuter avec ça parce qu'avec 28 jours et 13 mois, on a la possibilité de mettre un dispositif de ce sens pour résoudre définitivement la question du 13e mois. Le nom du syndicat, c'est simple, le syndicat s'appelle OTI. C'est-à-dire, on dit l'OS OTI. Parce qu'avec les syndicats, on a l'habitude d'utiliser dans tous les syndicats OS, organisation syndicale. Donc l'organisation syndicale OTI, qui dit l'organisation syndicale pour le travailleurs et ouvriers issus de l'immigration. Ce qui fait que tous les Français issus de l'immigration, tous les travailleurs et employés immigrés, tous les chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs issus de l'immigration et immigrés, nous avions rajouté après discussion avec certains expatriés et étrangers. Parce qu'il y a certains qui sont partis de leur pays, par exemple, nous avions discuté avec certains qui sont venus lointains du Portugal. Ils font partie de la communauté européenne. Mais eux, ici, ils se considèrent par exemple comme des expatriés. Énormément de situations qui se sont passées qui font qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conclusion. Nous mettons un syndicat en place. Nous sommes aujourd'hui un groupement, une association de gens qui peuvent défendre, nous pouvons défendre nos intérêts par rapport simplement à ce que nous voyons en face de nous. Parce que l'État, lui, a garanti ces droits-là. L'État, lui, a dit il y a des intérêts pour vous ici. Les lois sont claires. L'Organisation des Nations Unies, qui a rédigé pas mal de documents en ce sens,
Mes pensées vont au pacte international relatif aux droits socio-économiques, au pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la charte de l'Organisation des Nations Unies, à la charte des droits de l'homme, la Convention européenne même de droits de l'homme, vont tous dans ce sens. La Constitution française, dans le préambule de 1948 et 1958, énonce ces mêmes principes de droit, respect de droits et des intérêts des personnes issues de l'immigration ou des étrangers vivant en France. Mais qu'est-ce qui fait que ces droits-là ne sont pas respectés? Donc cette prise de conscience nous dit aujourd'hui à défendre nos droits, mais de manière légale. De défendre nos droits ici dans toute la légalité et pour légitimer notre action, parce qu'après un syndicat, comme on le sait tous, c'est l'appel manifestation, l'activisme pacifique, hein, c'est l'activisme pacifique, les actions multiples, c'est la discussion avec les autorités. Nous allons déposer nos statuts ici, à la mairie de Champigny, mais aussi à la mairie de Paris, la préfecture de Paris, Paris-Seine, comme cela l'exige la loi de 1884, la loi Houellebecq-Rousseau, qui autorise la création des syndicats ici. Donc, c'est différent de la loi des associations qui régissent les associations, la création des associations, qui est la loi de 1901, qui régit notamment en France la création de toute association. Mais là, nous basculons vers la loi Houellebecq-Rousseau, qui est la loi qui régit la création ou la constitution des syndicats, qui est la loi de 21 mars 1884. Mais nous nous appuyons aussi à la Convention européenne des droits de l'homme en son article 11, qui dit clairement que toute personne a le droit d'adhérer et d'adhérer à un syndicat de son choix, de créer et de participer à un syndicat. Voilà un peu juridiquement parlant ce qui nous garantit la création de cette institution ou de cette organisation syndicale, comme on dit, OS, donc l'organisation syndicale OTI pour les ouvriers et travailleurs immigrés ou issus de l'immigration. Personne ne voit que c'est un danger. Vous saviez, quand la traite négrière a commencé, personne ne pouvait imaginer que ça allait atteindre ces proportions-là. Quand la colonisation a commencé, personne ne pouvait imaginer que ça allait atteindre ces proportions-là. Mais cette question de l'immigration commence à atteindre ces proportions. Nous voulons défendre nos droits et intérêts pour éviter aux nôtres de sombrer et de mourir. L'île de Lampedusa, le chemin par la Libye est devenu le chemin par lequel la population africaine est en train de diminuer de jour en jour. Combien d'entre nous sont morts pour passer par là et rejoindre ces Eldorado occidentales? Combien d'entre nous? Alors que l'Organisation des Nations Unies, comme je disais, a clairement dit dans la Charte des droits de l'homme de l'ONU, c'est clairement spécifié. Toute personne a le droit de quitter son pays, de partir et d'y revenir. Si on a le droit de voyager, pourquoi nous devons en arriver là? C'est parce que nos droits ne sont pas respectés. Les billets d'avion partant du Sénégal jusqu'à Paris, c'est de 400 à 600 euros, à leur retour même. Les billets d'avion Kinshasa-Paris, c'est de 400 à 600, 800 ou 1200 euros. Les billets d'avion Kinshasa-Brazzaville-Paris reviennent au même, 800 à 900 sur Air Ethiopian. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là doivent dépenser de 2500, de 3000 pour se retrouver ici? Parce que nous rentrons dans la clandestinité. Et qu'est-ce qui nous fait basculer dans la clandestinité? Parce que nos droits ne sont pas respectés. Nous n'arrivons pas à défendre nos droits. Nous avons le droit, nous, de quitter nos pays quand nous le souhaitons et de venir ici. Alors que les raisons parfois qui sont mises sur la table des ambassades qui sont dans nos pays sont des raisons claires et justifiables. Les enfants vont adhérer à l'école occidentale, mais une école saine. Une école qui ne fait pas, je dirais quoi, la négation de l'histoire. Une école qui ne donne pas une version édulcorée ou du soi-disant vainqueur de l'histoire. C'est-à-dire quoi? Par là, je voudrais dire que tous les manuels scolaires par rapport à la colonisation doivent être revus et réécrits. Nous avons la plupart des manuels qui ont été revus et réécrits par l'UNESCO, qui doivent être acceptés ici et intégrés dans le programme scolaire. Nos enfants doivent avoir possession de cette histoire vraie, qui est leur histoire. Nous allons rentrer dans cette école, mais une école saine, une école qui nous respecte. Une école qui fera de nos enfants des vrais citoyens. Une école qui ne fera pas de nos enfants des citoyens discriminés et exclus, parce qu'ils sont sortis de telle école ou parce qu'ils sont issus de l'immigration.
il faut qu'on arrive aussi à former les gens à l'action pacifique. L'action pacifique, c'est pour éviter demain que les gens trébuchent ou tombent dans la revendication armée ou militaire, ou dans des actes de malveillance, ou dans des actes de destruction qu'on voit parfois d'ici et là. C'est-à-dire que c'est aussi une responsabilité d'une organisation syndicale de pouvoir former les gens dans l'action, dans le militantisme, mais aussi d'aller vers la formation sur le niveau de droit, sur aussi nos intérêts. Quand nous parlons de nos intérêts, là, tout le monde aura à connaître ses intérêts et ses droits. Mais il y a une spécificité encore dans ces nouveaux syndicats, c'est que nous avons une revendication d'à peu près 30 principes de droits nouveaux. C'est-à-dire ces droits permettront, par exemple, à la nation française ou à la législation française et européenne d'évoluer, d'intégrer des nouveaux concepts de droit. Vous savez que le droit à la liberté individuelle a vu le jour parce que ça a été intégré après. Le droit à la protection de la propriété intellectuelle. C'est un droit autrefois qui ne figurait pas dans les législations internationales et nationales de beaucoup de pays. Mais le droit à la propriété internationale a été inscrit parce qu'il y a eu une action dans ce sens. Le droit à l'objection morale. Lorsque certains militaires américains ont refusé de tuer des gens en Irak parce qu'ils estimaient que ce n'était pas digne ou logique ou en contradiction avec certaines lois même de principe de la guerre qui régissent le droit ou le principe de la guerre ou la situation en guerre. Il y a le droit d'objection morale de refus de faire certains services. Rappelez-vous de Mohamed Ali, Kassouskle, qui avait autrefois refusé d'aller faire la guerre au Vietnam. Le droit à l'objection morale, ce sont des droits qui sont arrivés parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés. C'est-à-dire nous avions une revendication de droits, des concepts nouveaux de droits que nous allons introduire dans la législation internationale, européenne, française, pourquoi pas, et qui retomberont bien évidemment sur le continent africain.